Dramatique attentat en Italie, une bombe a explosé la nuit dernière dans un train bourré de vacanciers, bilan 12 morts, 35 blessés. C'est le début de la fin pour les colonies portugaises. Lisbonne a confirmé officiellement ce matin l'indépendance prochaine de ses territoires africains. Pourquoi l'étalement des vacances en France a-t-il été l'échec que l'on a constaté hier? Un responsable de la circulation s'explique. Un grand bravo pour la jeune nageuse australienne Jenny Turrall qui a battu à 14 ans son propre record du monde du 1500 mètres nage libre en 16 minutes 39 secondes et 28 centièmes. Un bon exemple pour nos nageuses qui participent en ce moment au championnat de France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 12 morts, 35 blessés, c'est donc le bilan connu à cette heure du très grave attentat perpétré la nuit dernière dans un train en Italie. C'est une bombe qui a explosé dans l'un des wagons du train alors que le convoi qui avait quitté Rome en début de soirée se dirigeait vers l'Autriche et se trouvait au moment de l'explosion à 60 km environ de la ville de Bologne. C'est une catastrophe apparemment plus grave qui aurait pu se produire puisque la bombe qui avait été placée dans les toilettes d'un wagon a explosé alors que le train sortait tout juste d'un tunnel. Il était minuit 30, heure française. Pour autant qu'on le sache, les 12 morts seraient tous de nationalité italienne, mais il n'est pas exclu que parmi les 35 blessés se trouve un certain nombre de touristes étrangers à ce pays. Le train transportait quelques 1000 personnes réparties dans 17 wagons. En Italie, depuis ce matin, cette nouvelle a semé, on l'imagine, une très vive consternation. On s'interroge maintenant sur les auteurs de cet attentat et leurs mobiles, mais aussi sur les conséquences qui ne manqueront pas de se produire sur la vie politique italienne, déjà bien souffrante. Nous avons réussi à joindre au téléphone il y a tout juste quelques minutes un journaliste de l'agence France-Presse à Rome. On l'attendait à la rentrée, elle est venue un mois avant. En pleine période de vacances, l'Italie a retrouvé ce leitmotiv. Les fascistes ont à nouveau frappé, la stratégie de la tension continue. La bombe à bord de l'Italicus, qui a fait 12 morts et 35 blessés, parmi lesquels peut-être de nombreux touristes, va sans doute précipiter les événements. À la mi-juillet, les syndicats avaient respecté la trêve des vacances, mais l'attentat de dimanche va les obliger à durcir leur position. Le gouvernement italien, occupé à démêler les fils de l'écheveau économique, avait un peu délaissé la lutte contre les fauteurs de troubles. Les auteurs d'un attentat manqué contre le Rome-Turin en 1969, déjà, ont été condamnés à 23 ans de prison il y a 15 jours. On pensait que cela calmerait les esprits. Il n'en a rien été. L'abcès dont souffre l'Italie, déchirée par les crises, les attentats, les scandales, devra sans doute crever à la rentrée. On prévoyait un automne chaud, on était peut-être encore en dessous de la vérité. Lisbonne, un communiqué officiel annonce ce matin que le Portugal est prêt à reconnaître la République de Guinée-Bissau comme État indépendant et à conclure des accords avec cette République. Cela, c'est le présent. Pour le futur, le Portugal reconnaîtra l'indépendance du Mozambique et établira des contacts immédiats avec le Front de libération du Mozambique pour cette reconnaissance. En ce qui concerne l'Angola, seul le droit est reconnu. Chypre. Aucun accord n'a encore été trouvé par les représentants militaires de la Grèce, de la Turquie et de la Grande-Bretagne ainsi que ceux des Nations Unies pour le tracé de la ligne de cessez-le-feu, ni pour le rôle que doivent jouer les Nations Unies dans l'application de l'accord de Genève. La Grèce menace de ne pas participer à la deuxième phase des négociations sur Chypre prévues pour jeudi prochain si la Turquie ne donne pas de garantie valable pour le retrait de ses troupes. Climat politique trouble en Argentine où s'opposent modérés et extrémistes de gauche du péronisme tandis que la violence s'installe. Les manifestations se multiplient et la filiale de Renault par exemple a fermé ses ateliers estimant impossible de poursuivre la production dans des conditions normales. Des renforts de gendarmerie ont été envoyés aux usines Renault pour prévenir toute occupation. On s'est donc rendu dès hier à l'évidence, l'étalement des départs en vacances a été un fiasco. Vous avez vu, si vous avez regardé nos journaux télévisés hier, les longues files de voitures bloquées sur les grands axes menant vers le soleil. Au-delà de la simple conclusion qui veut que tout le monde soit en fait parti en même temps, nous avons essayé de nous pencher sur les explications possibles de cet échec. Les voici. Dire qu'on n'arrive pas à maîtriser la situation est peut-être un petit peu exagéré. Il faut reconnaître que cette année, le report de trafic de la dernière semaine de juillet à la première semaine d'août
a été plus important que l'année dernière et les bouchons ont été exceptionnels. C'est donc l'échec de l'étalement des vacances. C'est un peu l'échec de l'étalement des vacances, si vous voulez. Il faut bien reconnaître que le réseau routier français tel qu'il est conçu actuellement doit permettre d'écouler le trafic dans les conditions satisfaisantes, sauf pour certains jours de l'année, au cours desquels il n'est pas pensable que tout le trafic puisse s'écouler dans des conditions satisfaisantes. Et pourtant, cette année, le 1er août était placé en milieu de semaine. Et il y avait un week-end avant, un week-end après pour permettre cet étalement des départs. La position du 1er août en milieu de semaine entraîne un basculement des départs de juillet sur août. Mais cette année, on avait enregistré des débits au cours du mois de juillet légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière. Il fallait donc s'attendre à un report de trafic important. Et compte tenu de la fermeture de nombreuses entreprises et de nombreuses usines en début du mois d'août, dans les premiers jours d'août, le trafic du samedi 3 août a été effectivement exceptionnel. C'est aussi l'échec des itinéraires secondaires. On ne peut pas dire que c'est eux-mêmes saturés. On peut pas dire que c'est l'échec des itinéraires secondaires. Il faut reconnaître que les itinéraires Emeraude sont certainement des itinéraires secondaires de très bonne qualité et il est regrettable qu'ils ne soient pas plus utilisés qu'ils le sont actuellement. Mais alors, les automobilistes, vraisemblablement, se demandent si vous constatez une situation ou bien si vous tentez de la maîtriser, de la canaliser ou même de la diriger. Au Centre national d'information routière de Rosny-sous-Bois, notre rôle primordial est d'informer la situation sur l'ensemble du réseau routier et de mettre à la disposition des journalistes toutes les informations routières nécessaires de façon à prévenir les automobilistes des incidents de parcours, des points singuliers, des points chauds qu'ils rencontreront au cours de leur voyage. Alors il y a le radio-guidage bien sûr, mais est-ce qu'une information donnée par radio n'est-elle pas caduque quand elle parvient à l'automobiliste? C'est un problème qui nous préoccupe, mais en règle générale, il faut reconnaître qu'entre l'information donnée par la police et la gendarmerie au niveau du terrain et l'information donnée à Rosny-sous-Bois, le temps qui s'écoule est relativement court. On peut dire peut-être que vous avez été pris un petit peu au dépourvu, mais quel remède proposez-vous pour de semblables situations? Bien, je crois que si on prend le cas de la position du 1er août, l'année prochaine, le 1er août sera un vendredi, il faut s'attendre à une situation très difficile au point de vue circulation. Il y a ceux qui sont partis nombreux et ceux qui sont rentrés après des vacances prises en juillet. Et puis, en se promenant dans les rues de Paris, on peut rencontrer, comme chaque année à cette époque, un certain nombre de touristes venus de l'étranger pour admirer l'une des deux plus belles capitales d'Europe avec Rome. Et parmi eux, comment ne pas les remarquer, tant ils sont les premiers utilisateurs, mais non les seuls, de ces remarquables caméras qu'ils produisent, les Japonais. Bain, le baigneur prudent ne se précipite pas dans l'eau par un magistral plongeon tête et bras en avant. Non, il y entre progressivement après avoir aspergé d'eau son visage, sa nuque et la partie supérieure du thorax. Après cette adaptation à l'eau froide, à lui tous les plongeons. Le baigneur prudent ne prolonge pas la durée de son premier bain au-delà de 15 minutes dans une eau à 18 degrés, de 20 minutes à 20 degrés. Il ne se baigne pas en dehors des baignades surveillées,
ne s'éloigne jamais trop loin du rivage et il ne se baigne jamais seul. Le baigneur prudent ne se baigne jamais non plus en une eau profonde de plus de 5 mètres. Et il évite tout arrêt prolongé et volontaire de la respiration, la tête dans l'eau, ainsi que tout essoufflement. Mais si prudent qu'il soit, tout nageur n'est pas à l'abri de l'hydrocution, cette syncope brutale caractérisée par une perte de connaissance avec arrêt réflexe de la respiration et qui est à l'eau ce que l'électrocution est au courant électrique. Fort heureusement, cette syncope due à l'eau est le plus souvent précédée de signes d'alarme, décrits par un médecin français, le docteur Lartigue. Le nageur prudent connaît ces avertissements de son organisme choqué par l'eau froide. Une démangeaison légère et l'apparition de plaques rouges sur les parties du corps non immergées. Des frissons, des tremblements, une soudaine sensation de froideur de l'eau, même si celle-ci est à plus de 18 degrés. Ou bien une sensation de fatigue intense et brutale, malgré l'absence de tout effort musculaire. Une sensation de vertige parfois. Ou l'apparition brusque d'un mal de tête. Des nausées. Une impression de mouche lumineuse devant les yeux ou de bourdonnement dans les oreilles. Enfin, une impression de gêne articulaire, notamment dans les coudes et les genoux. Au premier de ces signes, le nageur prudent doit sortir de l'eau. Et cuirassé par ces conseils pratiques, le nageur prudent nagera longtemps. La jeune Australienne Jenny Turrall a battu hier en Californie le record du monde du 1500 mètres nage libre, réalisant 16 minutes 39 secondes et 28 centièmes. Âgée de 14 ans, Jenny Turrall a amélioré de plus de 4 secondes le précédent record qui d'ailleurs lui appartenait. On reparlera de cette nageuse à Montréal en 1976. Le boxeur mexicain José Mantequilla Napoles a conservé hier soir à Mexico son titre de champion du monde des poids welter en battant l'américain Edgemond Lewis par arrêt de l'arbitre à la 9e reprise. Napoles a nettement dominé le combat, démontrant ainsi qu'à l'âge de 34 ans, il demeurait le meilleur poids welter du monde. Son prochain adversaire sera sans doute l'Italien Bruno Arcari. Le Grand Prix automobile d'Allemagne de Formule 1 se déroulera cet après-midi sur le circuit du Nürburgring. Favoris, Niki Lauda et Claire Regazzoni, qui au volant de 2 Ferrari ont réalisé hier les meilleurs temps des essais. Outsider possible, le Brésilien Emerson Fittipaldi sur McLaren, Patrick Depailler et Jody Scheckter, tous deux sur Tyrrell. Pour vous qui n'êtes pas en vacances, notre intention est de vous proposer en images une forme de tourisme. Voici un nouvel hélicoptère français. Il est construit par l'aérospatiale. Il peut transporter 10 à 12 passagers. En langage technique, on l'appelle le SA-360, mais en fait son vrai nom c'est le Dauphin. Il est très beau, très rapide. Il est même détenteur de records du monde de vitesse. Et c'est avec lui que nous allons nous promener. Si vous n'avez jamais fait d'hélicoptère, imaginez simplement ce que vous ressentiriez à bord de ce dauphin. Pour cette courte promenade de vacances, voici les Calanques entre Marseille et Cassis. Et maintenant, rêvez que vous êtes à la place de Roland Coffigno qui pilote cet hélicoptère.
s'il n'y avait pas les impératifs de la pendule, on vous en aurait peut-être diffusé un peu plus longtemps de ces très jolies images. Mesdames et messieurs, notre journal est terminé. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h45. Bon après-midi.